Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Un peu grippé, mais ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va aller en France. On va s'intéresser au gouvernement du quatrième Premier ministre nommé rien que pour l'année 2024. C'est tout un record. Il faut savoir que l'année qui s'achève a vu pour Emmanuel Macron, en raison des intempéries politiques qui ont traversé l'année, il a dû changer de Premier ministre à 4 reprises. Il avait commencé l'année avec Elisabeth Borne, puis il a enchaîné quelques mois plus tard avec Gabriel Attal. 7 mois plus tard, après la dissolution de l'Assemblée nationale, il s'était résolu à nommer Michel Barnier, qui malheureusement, lui, aura été démis par une censure, et il a choisi l'un de ses plus vieux et plus fidèles alliés depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, donc François Bayrou, qui est le président du MoDem, et le MoDem qui est considéré comme étant un parti centriste. Parce qu'il a été créé sur les cendres de l'UDF, le parti de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, il faut savoir que donc, la tâche était très difficile, et elle reste très difficile pour François Bayrou. Pourquoi? Parce que la France est dans une crise politique, une crise institutionnelle, parce que de mon point de vue, et puis aussi beaucoup d'analystes le disent, c'est-à-dire qu'on assiste de plus en plus vers la fin de la Ve République française. Et une crise aussi économique, parce que la France a fait face à des difficultés économiques terribles. Son déficit pour l'année 2024 s'annonce aux alentours de 6,1%. Et donc l'objectif aussi pour ce gouvernement-là, dans le budget de 2025, c'est d'essayer de ramener ce déficit en dessous de 5%. Même si ça reste très largement au-dessus des 3% que prévoient notamment les critères de convergence par rapport à l'euro. Et donc, c'est cette mission-là très difficile qui attend ce gouvernement. Et donc, ce qui était intéressant à voir, c'était de voir les personnalités que François Bayrou allait intégrer dans son gouvernement. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a le spectre de la censure, cette épée Damoclès qui plane sur la tête de ces gouvernements-là en raison de l'absence de majorité claire de la part des groupes qui soutiennent Emmanuel Macron, et du fait que on a vu que la France Insoumise et le Rassemblement National ont été les tombeurs du gouvernement de Michel Barnier. Et donc la mission qui avait été confiée par Emmanuel Macron et François Bayrou, c'est de pouvoir constituer une nouvelle majorité sans le Rassemblement national. Parce qu'il faut savoir que Michel Barnier, il y avait eu une espèce d'accord de non-agression, de non-censurabilité passé entre Michel Barnier et Marine Le Pen, mais cet accord n'a tenu que 3 mois puisque le Rassemblement national avait largement soutenu la motion de censure déposée par la France Insoumise et qui avait entraîné la chute du gouvernement de Michel Barnier. Donc, le 13 décembre dernier, François Bayrou, qui a été nommé, a donc décidé de mettre en place, de nommer un gouvernement. C'est un gouvernement de 35 membres qui respecte la parité hommes-femmes, 18 de chaque côté, même si on voit que quand on regarde les ministres d'État et les ministres de plein exercice, là, il n'y a plus de parité puisque ce sont les hommes qui dominent largement. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a une très faible proportion de personnalités qui n'ont jamais été élues ou ministres. Seuls 3 d'entre eux n'ont jamais occupé un mandat électif ou n'ont jamais été membres du gouvernement. Et donc, pour François Bayrou, cela est le signe qu'il a décidé de mettre en place un gouvernement expérimenté, notamment à l'intérieur duquel on retrouve des anciens premiers ministres, on retrouve des ministres démissionnaires du gouvernement de Michel Barnier qui ont été reconduits. On retrouve aussi des personnes qui avaient déjà occupé des postes ministériels, qui sont revenus, postes ministériels, parfois même sous le gouvernement de François Hollande, comme François Rebsamen, ou encore d'autres ministres qui étaient là sous Macron, comme Gérard Darmanin. Et donc, François Bayrou espère que, avec ce gouvernement-là d'hommes expérimentés, selon ses propos, il espère ainsi être en capacité de pouvoir
passer les zones de turbulence que son prédécesseur n'a pas pu traverser, notamment à savoir la censure. Il espère que ces très fortes personnalités, du fait de leur appartenance à son gouvernement, des personnalités comme Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, François Rebsamen ou d'autres, il espère que ainsi ces ministres-là pourront garantir à son gouvernement le fait qu'il n'ait pas été censuré. Et puis, en termes de représentativité politique, il faut savoir que pour les gouvernements, pour les ministres de gauche seuls, on a 4 membres du Parti socialiste, les communistes, les écologistes et la France insoumise ayant refusé de participer à ce gouvernement-là. Il espère qu'avec le soutien du Parti socialiste, avec le soutien des LR, même si les LR ont maintenu un soutien relatif, dans la mesure où ils estiment que le soutien n'est pas de facto obtenu vis-à-vis de leur formation politique, et qu'ils vont examiner texte par texte les différentes propositions, les différents projets de loi qui leur seront soumis, et que ce n'est qu'au cas par cas qu'ils pourront apporter ou non leur soutien. Et ce que l'on sait déjà, c'est que le 3 janvier prochain aura lieu le premier conseil des ministres. Aujourd'hui, il y aura toute une série de passation de charges entre les différents ministères. Et puis le 3 janvier prochain, premier conseil des ministres de François Bayrou. Le 14 janvier, il y aura le discours de politique générale de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Il a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne sollicitera pas un vote de confiance de la part des députés, parce qu'il sait qu'il n'a pas cette majorité claire qui pourrait lui permettre d'avoir ce vote de confiance, parce que s'il la sollicite, ce serait un peu s'exposer à une forme de motion de censure. Et donc, il faut savoir que ce gouvernement a d'ores et déjà fait réagir. Pour la France insoumise, il s'agit d'un gouvernement de recyclés, parce qu'on a appelé beaucoup de personnalités qui, de leur point de vue, avaient même déjà fait leur temps. C'est le cas, par exemple, de Manuel Valls, dont on ne pensait même plus qu'il pourrait un jour revenir au sein d'un gouvernement français. Et donc, pour la France insoumise, François Bayrou essaie de faire du neuf avec du vieux, et ils ont déjà fait savoir que ce gouvernement-là, il a pour objectif, leur objectif par rapport à ce gouvernement est de le faire tomber comme ils ont fait tomber celui de Michel Barnier. Alors, pour l'extrême droite, le Rassemblement national a fait savoir que, a priori, il n'y aura pas de motion de censure, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas très regardants. Mais jusque-là, la motion de censure, c'est sur le budget. Bon, la motion de censure, c'est toutes les lois. Mais la loi la plus importante, celle que le premier cheval de bataille qui attend ce gouvernement de François Bayrou, c'est le budget 2025. On a voté une loi spéciale qui va permettre à l'État d'assurer la continuité des services publics au-delà du 1er janvier, mais ça ne peut pas rester en l'état, puisque cette loi spéciale ne peut tenir que jusqu'en mars prochain. Et donc, d'ici mars, il faudra absolument qu'il y ait un budget qui ait été voté. François Bayrou a fait savoir qu'il va donc proposer ce budget, il va le proposer, bien entendu, au vote des députés, et qu'il ne pourrait utiliser le 49.3 que s'il sent véritablement qu'il y a un blocage. Ce sera vraiment, comme lui-même il le dit, ce sera l'arme ultime qu'il utilisera, et il ne l'utilisera que pour la question du budget 2025, parce que pour lui, ce budget, il est primordial. Sans budget, évidemment, pas de possibilité pour le gouvernement de pouvoir travailler en toute sérénité. Mais il le promeut aussi pour les autres projets de loi que son gouvernement soumettra à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de 49.3 et bien évidemment, il va négocier avec toutes les forces en présence la viabilité de ces lois, le vote de ces différentes lois-là. Et donc, ce qui veut donc dire qu'en réalité, François Bayrou va utiliser, il a un peu le même profil que Michel Barnier sur un point. Tous les hommes politiques reconnaissent que ces deux hommes sont de bons négociateurs. Mais malheureusement pour Michel Barnier, ces qualités de négociateur qui lui avaient été véritablement, qui étaient de vrais arguments en sa faveur, de vraies qualités d'homme politique, parce qu'il avait su, avec brio, il faut le reconnaître, mener les négociations de sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Malheureusement, ces qualités-là lui ont desservi quand il s'est agi de discuter avec les différentes forces politiques françaises de politique intérieure, notamment sur la question du budget. Il faut savoir qu'il avait fait passer le projet de loi sur la finance du service de la sécurité sociale
par 49.3, et c'est ce qui avait déclenché le dépôt de la motion de censure de la France Insoumise, qui avait été suivi, qui avait été soutenu par le Rassemblement national, et ce sont ces deux groupes-là qui avaient fait tomber son gouvernement. Donc, François Bayrou en est conscient, la menace d'une motion de censure plane et va planer tout au long de l'existence de son gouvernement jusqu'en juillet prochain, s'il parvient à rester, si ce gouvernement-là parvient à rester en vie jusqu'en juillet prochain, parce que ce sera là le seul moment où Emmanuel Macron, ça, pour moi ça ne fait l'ombre d'aucun doute, il va dégainer encore son arme constitutionnelle, celui de la dissolution du Parlement, pour espérer encore obtenir une majorité. Et donc, en attendant, ce que François Bayrou va faire, il va essayer de survivre politiquement, il va essayer de maintenir la tête hors de l'eau, son gouvernement pendant tout au long. 8 mois. Pendant 8 mois, ça ne va pas être facile, ça va être très difficile, et ça va se faire au cas par cas, négociation par négociation, à chaque fois. Emmanuel Macron dissout encore l'Assemblée nationale et qu'il n'a toujours pas la majorité. Ça Parce voudrait... que là, il a cru qu'il devrait avoir la majorité, mais donc ça a mal tourné. Maintenant, s'il échoue une deuxième fois, à mon avis, la réalité, ça veut donc dire que le problème, ce ne sont plus les autres institutions, c'est l'institution qui l'incarne, à savoir la présidence de la République. Donc, ça veut donc dire que c'est un nouveau rejet de sa politique de la part des Français. Et donc, il ne devrait que, à mon avis, prendre ses responsabilités en démissionnant. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a confié à François Bayrou cette mission de survivre jusqu'en juillet prochain. Et cette survie-là tient par des négociations au cas par cas avec toutes les composantes de l'Assemblée nationale. Ne croyez pas qu'il ne discute pas avec Marine Le Pen. Il y a un magazine français qui disait que une autre grande figure de la droite française, Xavier Bertrand, qui était pressenti pour occuper le poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait été écarté au dernier moment parce que Marine Le Pen ne voulait pas de lui au sein du gouvernement, et semble-t-il François Bayrou aurait cédé aux injonctions de Marine Le Pen. Même si lui là, il a démenti cette affirmation-là sur une autre chaîne française, mais n'empêche qu'il est clair que l'ombre de Marine Le Pen continuera à peser, et surtout le fait que on tente parfois de lier le fait que le Rassemblement national a une affaire en justice. Marine Le Pen est encore une affaire en justice, une affaire relative au financement du Rassemblement national à l'époque, qui était le Front national, dans l'affaire des assistants parlementaires de l'Union européenne, du Parlement européen, les primes des assistants parlementaires de l'Union européenne qui auraient été détournées pour permettre de rémunérer les salariés du Front national. Et donc, pour cela, Marine Le Pen risque une peine d'inéligibilité de 5 ans avec effet immédiat. Donc ça veut dire que si elle est condamnée, si la peine requise par le parquet est confirmée par le juge, en 2027, elle ne pourrait plus être candidate à l'élection présidentielle. Donc certaines indiscrétions laissent penser que, en réalité, Marine Le Pen a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier pour faire savoir à Emmanuel Macron qu'elle a la capacité de bloquer l'action de son gouvernement, et qu'il n'appartient qu'à lui, en tant que président en réalité du Conseil supérieur de la magistrature, de tout mettre en œuvre pour que, évidemment, cette condamnation ne passe pas. Bon, évidemment, certains disent que ce ne sont que des supputations, parce qu'en France, la justice est indépendante, mais on a quand même le droit de penser cette éventualité-là. Et donc, pour cela, François Bayrou va tenir compte de toute cette complexité du moment, du fait qu'il n'a pas la majorité qu'il faut pour pouvoir diriger pleinement son gouvernement, pour mener pleinement son action publique, et il va devoir composer avec les différentes fractions qui sont à l'Assemblée nationale. Il essaie de travailler avec le centre et en y ajoutant une partie de la gauche. Mais est-ce que cette technique-là va marcher, puisque Michel Barnier avait travaillé avec le centre en ajoutant l'extrême droite? Au bout de 3 mois, ça n'a pas marché. Lui, François Bayrou, il essaie de tenter autre chose. Au lieu de regarder vers l'extrême droite, il a décidé de regarder vers la gauche. Maintenant, on verra si dans les jours, les semaines ou les mois à venir, sa technique aura été plus efficace que celle de son prédécesseur Michel Barnier. Jean-Paul, Donald Trump a annoncé quelques mesures qu'il va prendre dès janvier. La toute première, c'est dégainer l'arme des tarifs douaniers. Il va augmenter les frais de douane. Les frais de douane à l'intention de tous ceux qui importent
qui exportent vers les États-Unis, y compris le Canada, le Mexique, l'Europe. Il n'y a pas que la Chine. C'est vrai que ce ne sera pas au même niveau. Pour ce qui concerne l'Union européenne et le Canada, il y aura des augmentations des tarifs douaniers qui iront dans l'ordre de 20%. Mais pour ce qui concerne la Chine, on parle de 30 voire 35%. Mais il faut savoir que, évidemment, cette décision de Donald Trump, même si ce dernier n'a pas encore pris ses fonctions à la Maison-Blanche, inquiète déjà énormément ses partenaires, notamment le partenaire canadien. Il faut savoir que le Canada sera le pays, si ces tarifs douaniers sont impliqués, ce sera le pays parmi les alliés des États-Unis qui subira le plus cet impact-là. Parce qu'il faut bien savoir que pour ceux qui s'intéressent un peu au Canada, le Canada a la particularité d'être le pays qui est le plus dépendant d'un point de vue économique des États-Unis. Le dollar canadien, il est quasiment arrimé au dollar américain. Les exportations canadiennes dans les hydrocarbures, dans les mines et dans les services vont préférentiellement vers les États-Unis. Plus de 60 à 70% des exportations canadiennes se font à direction des États-Unis. Les importations aussi sont pareilles. Plus de 80% des importations qu'il y a au Canada se font par le biais des États-Unis. Donc il y a une très très forte dépendance du Canada vis-à-vis des États-Unis. Et donc, cette augmentation des tarifs douaniers est perçue par le Canada comme une espèce de mur que Donald Trump voudrait ériger. Et ce mur-là aura forcément de très très forts impacts sur l'économie canadienne. Le deuxième pays qui sera le plus impacté, ce sont bien entendu les pays de l'Union européenne. Il faut savoir que bien entendu, Donald Trump, lui, veut rééquilibrer la balance commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Il estime que c'est trop déséquilibré. Et donc, par rapport à cela, il faut que les Européens consomment plus de produits américains qu'ils ne consomment de produits chinois. Parce qu'il faut savoir que la première zone, le premier exportateur en Union européenne, c'est la Chine. Et donc, la Chine est très mal vue dans cette partie par les États-Unis. Et donc, les États-Unis veulent rééquilibrer les choses. Et donc, comme ils savent que, d'un point de vue concurrentiel, sur les produits et services, la Chine est largement devant en termes de qualité par rapport aux produits et services américains que consomment les Européens. Et donc, Donald Trump veut, lui, rééquilibrer la balance sur le plan énergétique. Il va donc demander, il a dit aux Européens que s'ils ne veulent pas une augmentation des tarifs douaniers, il leur appartient d'augmenter leurs importations de pétrole ou de gaz américain. Il faut savoir qu'avec le pétrole et le gaz de schiste, les Américains sont devenus les premiers producteurs et exportateurs mondiaux. Et donc, de ce point de vue, c'est la première mesure qui sera mise en place par l'administration Trump. La deuxième mesure concerne l'immigration. Pour lui, il faudra refouler Donald Trump l'a dit, l'objectif lors de ces 4 prochaines années à la Maison-Blanche, c'est d'expulser pas moins de 25 millions de travailleurs sans papier des États-Unis. Et parmi ces travailleurs sans papier, une grande partie, ce seront les Mexicains, parce que le Mexique constitue la plus importante vague de travailleurs sans papier qui est aux États-Unis. Et donc, 25 millions de travailleurs clandestins, ça va évidemment, ça va avoir un impact. C'est pour ça que le Parti démocrate fait savoir déjà que pour cet objectif de 25 millions de personnes refoulées, expulsées du territoire américain, ça va avoir un impact considérable sur l'économie américaine. Parce que en dépit du fait que ces personnes-là n'aient pas de papier, mais ces personnes, en exerçant des activités sur le sol américain, concourent ainsi au financement des caisses du budget fédéral. Parce que ces personnes-là payent des taxes et autres, même s'ils n'ont pas accès à des soins, à des aides sociales, ils n'ont pas accès à un certain nombre de couvertures médicales, mais n'empêche que ces personnes-là travaillent, concourent à l'essor économique des États-Unis. Et donc, le fait de les expulser, ça va avoir un gros impact sur l'économie américaine. Et puis, la troisième chose, c'est l'action qui sera gérée par Elon Musk, la mise en place du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Ce département, enfin, on dira plutôt un espèce de conseil
C'est plus un conseil qu'un vrai département, au sens où nous l'entendons, un département ministériel. C'est un conseil qui va s'atteler à détricoter toute la réglementation fédérale pour essayer, selon leur point de vue, de déréguler, d'essayer de libérer les énergies en quelque sorte, parce qu'ils estiment qu'il y a trop de normes, qu'il y a trop de règles, et donc cette pléthore de normes et de règles ont un impact sur l'efficacité des entreprises et donc sur leur capacité à pouvoir innover et donc à pouvoir produire de la richesse. Et c'est la raison pour laquelle Elon Musk a été choisi justement pour essayer de réfléchir et de faire des propositions à Donald Trump, d'abord pour améliorer le fonctionnement de l'administration fédérale et surtout comment faire des économies. Parce que pour Donald Trump, l'appareil fédéral américain est budgétivore, ça coûte trop cher aux contribuables et donc il faut à la fois améliorer son efficacité en termes de fonctionnement et d'organisation et surtout le rendre moins consommateur de budget, moins budgétivore afin de pouvoir dégager des marges et pouvoir essayer d'impacter sur le déficit, essayer de réduire le déficit américain qui est toujours aussi abyssal avec des chiffres vraiment incroyables. C'est ça, évidemment, c'est dans ces trois volets-là que véritablement va s'accentuer, de mon point de vue, les 2 premières années de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.